Il y a un truc qui s'est passé cette nuit, c'est le bombardement d'Israël sur Gaza qui a causé au moins 330 morts, selon les dernières infos en tout cas que moi j'ai vues. Mm. Alors pour tout avouer, moi je me suis réveillé ce matin en voyant ça. J'ai pas tellement eu le temps de comprendre vraiment ce qui s'était passé. Est-ce que tu peux nous raconter, donner quelques éléments de ce Oui. qui s'est passé cette nuit? Eh ben oui, en fait, c'est après toute une longue séquence en fait. C'est que, en gros, des accords de trêve ont été signés en plusieurs étapes entre Israël, le Hamas et avec différents acteurs diplomatiques au Moyen-Orient et aussi aux États-Unis, puisque c'était pendant la fin du mandat de Joe Biden et la future arrivée de Donald Trump. Plusieurs phases avaient été décidées. La première phase avait été respectée par l'essentiel des acteurs, c'est-à-dire une trêve, un échange, une libération des otages et un échange de prisonniers, puisque les prisonniers politiques palestiniens étaient libérés. Le cessez-le-feu était plus ou moins respecté par Israël. Et finalement, c'est la deuxième phase qui devait débuter le 1er mars, avec libération des otages, pareil côté palestinien. Par exemple, côté israélien, avec une libération des prisonniers. Et en fait, cette deuxième phase n'a jamais débuté, puisque Israël en fait souhaite renégocier les termes de l'accord. Depuis le 1er mars, ils ont suspendu et interdit toute l'arrivée de l'aide humanitaire, puisque depuis la première phase, en fait, enfin l'aide humanitaire qui était interdite depuis plus d'un an et demi maintenant, de rentrer sur le territoire de Gaza, permettait enfin aux populations palestiniennes qui souffrent le martyre depuis maintenant plusieurs mois, de pouvoir accéder à ces ressources. Ça a été gelé, interdiction de rentrer. Pareil sur l'électricité qui a été coupée, donc ça a un impact sur la vie des Palestiniens sur place, sachant ils ont vécu quand même l'enfer depuis le 7 octobre. Donc voilà, ces décisions ont été fortes et on arrive jusqu'à finalement cette nuit où les frappes ont là reprise de manière intensive et ont débouché sur plus de 300 morts en effet. Elles se sont passées où ces frappes exactement? Il y en a eu plusieurs dans Il y le en a eu territoire. plusieurs. En fait, c'est l'ensemble du territoire qui a été ciblé. Mais en gros, c'est vraiment une volonté délibérée aujourd'hui de Netanyahou. À voir après les réactions des uns et des autres, mais en tout cas délibérée de Netanyahou, c'est-à-dire de faire voler en éclats cet accord pour pouvoir le renégocier et mettre la pression, notamment sur le mouvement du Hamas, qui est un des acteurs de cet accord et un des acteurs sur place à Gaza. Donc voilà, en gros, qu'est-ce qu'aujourd'hui joue Netanyahou dans cette phase-là? C'est la question que nous, on va poser et essayer d'expliquer demain dans le journal de demain, puisqu'on a discuté à la conférence de rédaction ce matin. Vraiment d'expliquer en fait sa stratégie. Pourquoi est-ce qu'il veut torpiller cet accord? Il a eu quand même aussi l'aval de Donald Trump cette nuit, qui a dit j'accepte, en tout cas j'ai été au courant et j'ai accepté la décision israélienne. Donc vraiment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Netanyahou fait ce choix-là, quoi. Mais sur Trump, tu dis que donc il a donné son accord, en tout cas il était au courant, alors que il a été avec Joe Biden aussi un des acteurs du cessez-le-feu. Alors bon, voilà, il y aurait plein de choses à en dire là-dessus, mais comment on peut expliquer ce revirement de Trump, le fait de Bah, en fait, c'est un revirement, une continuité. C'est que lui, depuis le début, il ne cesse de prendre la parole pour mettre la pression sur les Palestiniens et sur le Hamas, en disant si les otages ne sont pas libérés dans 24 ou 48 heures, il rasera tout Gaza. Parce que, en gros, il l'a répété à plusieurs reprises, c'est-à-dire que tous les Palestiniens à Gaza soient expulsés. Alors, on ne sait pas où. Est-ce que c'est en Égypte? Est-ce que c'est en Jordanie? Pour en faire une fameuse Riviera. Voilà. Ouais, je sais pas si vous vous rappelez, peut-être que vous pouvez retrouver il y avait notamment une vidéo qui avait beaucoup fait parler d'elle, puisque avec l'intelligence artificielle, Trump avait fait une vidéo qu'il avait publiée sur ses réseaux où on voyait effectivement Gaza avec des hôtels, des plages paradisiaques, des casinos, des golfs, machin, avec Musk qui se trimballe torse nu et tout. Et ça avait évidemment extrêmement choqué de montrer ces visuels alors que les Palestiniens de Gaza, les Gazaouis, tous les gens qui habitent sur la bande de Gaza vivent dans un enfer depuis un an et demi. Donc voilà, c'est effectivement le plan de Trump Voilà, de transformer la bande de Gaza en Riviera. En Riviera. Voilà, donc on va dire une volonté assez particulière de Donald Trump, encore une fois. Et dans le même temps, en fait, il y a maintenant plus d'une dizaine de jours, il y a eu un plan quand même qui est sorti d'un sommet arabe avec différents acteurs comme l'Égypte et d'autres pour justement dire à l'autorité palestinienne quelle qu'elle soit, qu'elle recompose et qu'on parle véritablement de Gaza et pas que Gaza ne soit plus palestinien, mais aux mains d'Israël. Donc il y a une vraie volonté, en tout cas politique, de Netanyahou
en tout cas de renégocier cet accord, et aussi parce qu'il a un intérêt politique interne. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même de nombreuses enquêtes qui le poursuivent. Il y a énormément de procédures, pardon. On sait il y en a une qui doit débuter rapidement. Et on voit qu'aussi, sa volonté, c'est de pouvoir toujours être, entre guillemets, un chef de guerre pour éviter ces poursuites judiciaires. Il s'en prend aussi, par exemple, au Shin Bet, qui est le service de renseignement israélien, pour mettre la pression sur son dirigeant. Pareil sur la Cour constitutionnelle. Donc, tout ça est lié, quoi. C'est une décision, on voit, politique et mûrement réfléchie, et qui va au bout d'une certaine logique. Je vois dans le chat là, quelqu'un qui dit comment l'armée israélienne justifie les frappes. Parce que là, tu es en train de nous dire quelles sont les raisons un peu, peut-être pas cachées, mais en tout cas, voilà. Quels sont les arguments avancés par Netanyahou et son armée pour justifier ces frappes-là? Eh ben, c'est toujours la même chose, c'est toujours Hamas, terroriste, machin. Exactement. Et là, c'est cette question, en gros, c'est est-ce que... Alors après, on n'est pas sur place, donc c'est extrêmement compliqué aussi de tout vérifier. Mais il y a la question des otages, où en gros, Netanyahou dit, bah écoutez, nous on est parti, puisqu'il a envoyé aussi une délégation, négocier sur libération des otages par un certain nombre d'acteurs. Il dit, écoutez, nous on a fait tout ce qu'on a pu, mais on voit que le Hamas refuse de renégocier et libérer finalement immédiatement les otages. Donc en gros, on les frappe, on vise le Hamas, tant pis s'il y a des populations en gros aux alentours qui subissent l'essentiel des bombardements, pour les forcer à renégocier. Donc c'est vraiment ça le but. Et après de dire, bah non, mais le Hamas aussi n'a pas respecté l'accord, puisqu'il devait soit libérer tel ou tel otage, et aussi de répartir et de contre-attaquer aussi par rapport aux frappes. Donc en fait, c'est vraiment une volonté de mettre la pression aujourd'hui sur un certain nombre d'acteurs pour renégocier en tout cas l'accord et les termes. Tu dis donc l'objectif vraiment c'est de renégocier cet accord. En fait, c'est un objectif qui est mené depuis une dizaine de jours. Tu sais que depuis le 1er mars, avec l'interdiction de l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, avec la coupure d'électricité, en fait, donc c'est qu'un prolongement de ce que a commencé à faire Netanyahou. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les prochains jours? Enfin, alors, on va pas faire de la politique fiction, mais jusqu'où ça peut aller ces coups de pression pour renégocier l'accord? Eh ben c'est la grande interrogation, c'est de savoir comment déjà vont réagir un peu l'ensemble des acteurs aussi régionaux, parce que les États-Unis, on sait que pour l'instant, ils sont alignés sur la stratégie de Netanyahou, il n'y a pas du tout de remise en cause. Ce qu'on pouvait peut-être avoir quand même d'une certaine manière de la part de Biden, là aujourd'hui c'est complètement couvert par Donald Trump. Donc voilà, c'est d'attendre un peu comment va réagir la fameuse communauté internationale, puisqu'il y a quand même un accord qui avait été signé. Il y a un certain nombre de résolutions de l'ONU qui ont été décrétées, et pour l'instant, personne n'en tient compte. D'ailleurs, la France et l'Europe sont assez silencieux sur la question. Ça pourrait aussi être interpellé l'État français pour que tous les acteurs respectent le cessez-le-feu et que véritablement il soit appliqué. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Donc c'est ça le gros danger, parce qu'il y a quand même des habitants aujourd'hui à Gaza. Il y a plus de 50 000 morts. Il y a certains chiffres qui annoncent peut-être 60, 70 000, voire 80 000 personnes qui sont décédées. Voilà, il y a une population de près de 2 millions de personnes qui continuent à subir depuis 1 an et demi des bombardements systématiques. Mais est-ce qu'on peut vraiment attendre une réaction internationale quand on sait que pendant 1 an et demi, malgré les mandats d'arrêt de la CPI, malgré toutes les condamnations de l'ONU, etc., finalement, concrètement, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a eu aucune sanction vraiment très dure, etc. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que là, est-ce que ce serait la goutte de trop? Est-ce que le fait de bafouer comme ça un cessez-le-feu, est-ce que ce serait l'élément qui, enfin, la communauté internationale pourrait réagir Il faut l'espérer. Je pense que, par exemple, les réactions, notamment de l'Europe, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer en Ukraine, et la pression qui est mise par Trump vis-à-vis de Zelensky, quoi qu'on en pense, en tout cas sur la volonté de lui tordre le bras pour accepter un certain nombre d'accords, je pense que l'Europe pourrait aussi faire la même chose vis-à-vis des Palestiniens. Encore une fois, c'est la question de la justice internationale et du droit international. Des accords ont été signés, il faut aussi les respecter. Tu le disais, donc juste après on va parler de l'Ukraine. D'ailleurs ce sera peut-être aussi intéressant de voir qu'en ce moment Gaza ne fait plus tellement la une des journaux télé, etc. Alors peut-être qu'aujourd'hui si avec cet événement, mais globalement ça fait plusieurs semaines qu'on n'entend plus trop parler, au profit, c'est mal dit comme ça, mais par contre on entend beaucoup parler de la situation en Ukraine, on en parlera juste après. Avant, peut-être juste tu peux nous rappeler, tu disais ce matin à la conférence de rédaction, donc vous avez évidemment choisi de traiter ça demain, j'imagine que ça fera la une. Ça fera la une, et le premier plan. Tu peux peut-être nous redire les éléments que vous allez questionner, les éléments que les gens pourront lire à partir de cet après-midi, ce soir ou demain matin dans le journal? Oui, tout à fait. Du coup, en fait, la vraie question, et je pense que tout le monde se pose, c'est d'expliquer concrètement pourquoi finalement on en arrive à cette nouvelle phase
base qui menacent tout l'accord, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Israël a décidé de bombarder cette nuit à nouveau certains lieux sur la bande de Gaza, d'expliquer donc cette stratégie-là, pourquoi finalement Netanyahou est jusqu'au boutiste sur cette question-là, qu'est-ce qu'il veut renégocier avec le Hamas, pourquoi finalement un certain nombre d'États comme les Américains soutiennent Israël, et pourquoi finalement, alors, on essaiera de tout traiter, mais en tout cas la question du silence européen et quand même il y a des moyens d'action. Je veux dire, les sanctions qui ont été émises à l'égard de la Russie, si au bout d'un moment Israël ne respecte aucun accord, que ce soit les résolutions de l'ONU ou les accords de cessez-le-feu, il y a aussi des moyens juridiques et internationaux pour mettre la pression à Israël. Sur l'envoi d'armes aussi qui est régulier et qui continue de la part des pays européens ou des États-Unis, ça aussi on peut jouer dessus et appuyer dessus. Et c'est pour ça que le deuxième élément, en plus de l'analyse que Pierre Barbancet va faire, puisqu'il suit la région depuis énormément de temps, il se rend sur place. Voilà, Pierre Barbancet, donc grand reporter à l'Humanité, qui est évidemment spécialiste de ces questions-là et qui était en Cisjordanie il n'y a pas très longtemps, je crois. Il était là en Syrie les 15 derniers jours, et juste avant, il était en effet, il a fait Cisjordanie, Liban, et après il s'est rendu en Syrie. Et du coup, le deuxième élément, c'est Anne Cheillon, qui est la présidente de la FPS, qui va justement interpeller le gouvernement français, parce que aussi le gouvernement français a voté une résolution à l'ONU pour appeler à ce qu'Israël en fait quitte les territoires occupés, puisqu'il y a un certain nombre de territoires qu'Israël continue d'annexer contre le droit international, et de dire à la France aujourd'hui de jouer son jeu diplomatique et les résolutions qu'elle a votées au sein de l'ONU. Oui, parce que effectivement les territoires, là on parle beaucoup de la bande de Gaza, donc qui est bombardée et qui vit un enfer depuis très longtemps, mais notamment depuis 1 an et demi. Mais il y a effectivement tous les territoires occupés en Cisjordanie qui subit la colonisation d'Israël. Et alors il y a peut-être moins de morts, mais ils subissent une pression, un harcèlement, des violences perpétuelles. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses à voir là-bas. Évidemment, on vous invite à suivre les contenus du match. Je sais qu'il y a eu un petit papier d'actu ce matin justement pour parler des bombardements, mais voilà, c'est les papiers écrits vraiment pour donner l'info. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'éléments de compréhension, d'analyse, je vous invite vraiment à aller lire les articles qu'on va publier dans l'après-midi sur Internet et sinon dans le journal de demain. Ça me permet de faire une toute petite pause abo, dont soutenez-nous, donnez de l'argent. Donc achetez le journal, abonnez-vous. Il y a la commande de don, abo dans le chat. Il y a une offre spéciale pour vous, les viewers et les vieweuses. Donc voilà, si vous voulez avoir accès à tous les contenus qu'on fait gratuitement en illimité, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez juste nous donner un don ponctuel, vous pouvez aussi. Bref, donnez-nous de l'argent, on en a besoin. On est un média indépendant, libre de toute puissance de l'argent.